le prochain temps fort, en fait, ça va être de la présentation donc des cahiers de la French PropTech. L'idée de l'association, au-delà de regrouper des startups, c'est aussi d'accompagner les acteurs de la filière de l'immobilier, du bâtiment, de l'aménagement et de la construction dans leur transformation à la fois numérique et écologique. Et donc, au-delà de leur dire un petit peu ce qu'il faut faire, on a envie également de leur montrer le chemin. Et donc, pour ça, on a rédigé des cahiers. L'idée des cahiers, en fait, nous est venue suite à un travail que l'on a fait avec le ministère du Logement l'année dernière, qui souhaitait tout simplement avoir nos recommandations à la fois technologiques et usage sur deux grandes thématiques. La première, c'est la performance et la rénovation énergétique des logements. Et la deuxième, c'est l'amélioration de la relation propriétaire et locataire. Pour ça, on a donc sollicité à peu près une quinzaine de startups qui sont donc des experts à la fois tech et métier, puisque pas mal d'entrepreneurs au sein de l'association ont une expérience immobilière dans le passé. Et donc, on s'est dit, tiens, on va se regrouper, on va essayer de réfléchir un petit peu sur comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner un acteur sur ces deux grands sujets. Et on a fait donc ces propositions au ministère du Logement. Donc, on poursuit aujourd'hui nos discussions avec le ministère. Et ce travail, on a voulu le rentabiliser et on s'est dit, tiens, on va rédiger ces cahiers qui sont donc disponibles et vous verrez après la slide de présentation de chacun des cahiers, vous allez avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner pour télécharger directement le cahier en ayant accès à notre site internet. Donc ce sera un petit moment interactif. On va commencer par le premier cahier qui parle de la rénovation et de la performance énergétique des logements. Et je vais laisser la parole à Étienne, le CEO de Maxime. Merci Antoine et bonjour à tous. Donc je vais me faire le porte-voix aujourd'hui du cahier qu'on a rédigé l'année passée, donc sur la rénovation et la performance énergétique des logements. Et c'est vrai qu'à cette occasion, je pense que ce serait intéressant aussi de remercier la French PropTech de nous laisser la possibilité, nous, start-up, de nous positionner vis-à-vis des pouvoirs publics et plus exactement du ministère de l'Environnement. Quand on voit ce sujet de rénovation et performance énergétique des logements, sachant que c'est un cahier qu'on a écrit l'année passée, forcément les choses évoluent. Donc on l'a fait évoluer. Il mériterait certainement d'être à nouveau enrichi avec les nouveaux membres, puisque chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et ça sera peut-être d'ailleurs un travail dans les prochaines semaines. Si on démarre la restitution, quand on parle de... Oui, merci. Le QR code. Voilà, quand on parle c'est rénovation et performance énergétique des logements, surtout à l'heure actuelle, au regard du contexte actuel, c'est vraiment le chantier. Et je pense qu'il faudrait en fait commencer par prendre chacun des mots pour se rendre compte dans quel contexte on est d'un point de vue rénovation et performance énergétique des logements. Déjà, quand on parle rénovation à l'heure actuelle, forcément on parle travaux. En 3 ans, les prix des matériaux ont explosé, qui va mécaniquement être un frein à la rénovation qui est déjà un frein, qui va être un frein pour les prochains mois et qui présage d'ores et déjà une potentielle explosion sociale. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu le chantier. Si on prend la terminologie d'après, énergie. L'énergie, c'est 40% d'augmentation sur les 10 dernières années et c'est une explosion à venir vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Donc là, à nouveau, un vrai chantier social à venir pour que chacun puisse se chauffer. Et bien évidemment une dimension logement. Si on regarde un petit peu la réglementation qu'est-ce qu'elle dit à l'heure actuelle, et si on fait un peu des stats sur le logement, ce qu'on se rend compte à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un logement sur 3 de moins de 30 mètres carrés qui est catégorisé en passoire thermique. Et ces logements, ce sont des logements qui devront être retirés du marché de la location d'ici à 6 ans. C'est énorme. Donc c'est un logement sur 3 sur des appartements de moins de 30 mètres carrés, et sur des maisons individuelles, pour avoir le chiffre, c'est quand même 18% des maisons en France, c'est de l'habitat individuel. Donc c'est quand même colossal. Et c'est des logements qui mécaniquement dans les 6 prochaines années vont sortir du parc locatif, et donc par conséquent à nouveau sur ce mot-là un chantier énorme et colossal à venir, et vraiment une crise sociale que l'on peut présager. Néanmoins, il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir pour plein de raisons. Déjà, ce qu'on se rend compte, il y a différentes études qui sont sorties au cours des derniers jours. Il y a Meilleures Agences, Se Loger et aussi Hiro qui a sorti une étude démontrant qu'un habitat rénové, c'était potentiellement jusqu'à 20% de plus-value immobilière rien que sur la rénovation. Et ça doit aussi pouvoir donner de l'espoir à ceux qui sont sensibles à cet argument, de mettre en œuvre la rénovation énergétique. C'est aussi une source d'espoir puisque c'est un sujet de mieux vivre et de bien-être chez soi. Et le Covid nous a rappelé à quel point c'était important de se réapproprier son chez-soi au cours des derniers mois. Bref, il y a de l'espoir. Et les startups de la French PropTech sont là aussi pour le démontrer en apportant des solutions sur chacune des étapes pour mener la rénovation et performance énergétique des logements. Donc pour caractériser un peu le sujet, arbitrairement, c'est certainement discutable, arbitrairement, on a donc structuré la discussion autour de 4 axes qui sont d'abord le diagnostic, d'où on part. Le second point, une fois qu'on sait d'où on part et qu'est-ce qu'il y a à faire, on finance les travaux, on les réalise derrière. Et ensuite, on mesure et on suit. On en a parlé tout à l'heure. Sur chacune de ces étapes, il y a différents enjeux sur lesquels des startups de la French PropTech se positionnent. Si on prend déjà rien que le diagnostic c'est la cartographie de l'existant. C'est la première brique, c'est l'élément de base. On connaît évidemment l'élément de base lié à la transaction immobilière, mais en fait, ce diagnostic, il n'est pas forcément suffisant. Si on veut pouvoir mettre en œuvre des travaux, il faut aller plus loin, il faut aller plus dans le conseil. Et c'est ce que proposent certaines startups de la French PropTech. Donc ça, c'est si on parle uniquement efficacité énergétique. Et donc là, on peut retrouver des startups alors sur le logement comme Mastéo, c'est dans le tertiaire, Citron et Captain Conso qui vont vraiment intervenir sur cette phase de diagnostic pour ensuite mettre en œuvre des plans de changement. On parlait d'impact tout à l'heure. Je pense qu'on peut difficilement ne pas parler d'Upcycléa puisque en plus de ça, on a poussé des recommandations fortes autour du sujet de l'économie circulaire et ce que pousse Upcycléa auprès du ministère. Ce qu'on a poussé auprès du ministère, c'était au-delà d'appuyer sur la dimension énergétique, c'est d'appuyer sur la dimension matière, la dimension carbone. On l'a évoqué au tour de table précédent. Ce que propose Upcycléa, c'est de cartographier un bâtiment et de se poser la question sur ce bâtiment, qu'est-ce que je peux réutiliser, comment je peux le réemployer. Et si je ne peux pas le réemployer et que je dois partir sur une construction neuve, quels sont les matériaux que je peux utiliser pour minorer mon impact? Ce qu'il faut savoir là-dessus, sur la construction dans le bâtiment, à l'époque où on construisait ce qu'on peut appeler des passoires thermiques, il fallait à peu près 4 à 5 ans pour pouvoir, entre guillemets, compenser l'empreinte environnementale de la construction. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention à cette dimension environnementale, c'est potentiellement 80 ans qu'il faudra pour pouvoir compenser l'impact environnemental de la construction au regard des dernières directives, notamment RE 2020. Et c'est ce que propose Upcycléa et ce sur quoi nous avons absolument poussé avec le ministère pour intégrer cette dimension-là de manière plus intense dans les réglementations diagnostiques qui peuvent exister. Le second point, le financement. C'est la seconde étape donc d'un parcours travaux. Les chiffres qu'on avait, donc ça je vais dire, c'est peut-être avant Covid. Les travaux de rénovation énergétique, c'est entre 350 et 700 € du mètre carré. C'est grosso modo ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est à bien plus que ça avec l'explosion des prix des matériaux. Néanmoins, pour financer ces travaux aujourd'hui et surtout sur des ménages précaires qui subissent en fait leur facture d'énergie tous les mois, il faut pouvoir les aider. Pour les aider aujourd'hui, il y a pas 10 000 solutions. Il y a les subventions qui existent et les C2E pour lesquels sont contributeurs les différents obligés. Et c'est ce qui permettait de financer jusqu'à potentiellement 60% de la charge des travaux de rénovation énergétique jusqu'à l'année passée.
Donc c'est quand même c'est un levier indispensable. Néanmoins, ça n'enlève pas le point que pour ceux qui se sont frottés un petit peu aux aides, c'est absolument un combat administratif que de pouvoir arriver à obtenir ces aides. Et c'est ça que réalise Hiro en étant une fintech du climat, en étant un guichet unique des aides et en proposant en fait d'agréger l'ensemble des subventions pour pouvoir minimiser le reste à charge des particuliers et potentiellement leur proposer des prêts bancaires pour derrière financer le reste à charge et trouver un modèle intelligent. C'est d'autant plus un sujet que, alors je ne veux pas forcément les citer, mais certaines PropTech nous ont sensibilisés récemment sur le fait que, notamment sur certains investissements immobiliers, certaines banques se détournent du financement de rénovation énergétique de passoires thermiques, donc catégorisées F et G, et qui ne souhaitent plus les financer pour différents critères de risque. Et c'est quand même un message hyper négatif envoyé au marché à l'heure actuelle, d'où la place que doit aussi conserver les différentes différentes aides d'énergie. Sur la partie travaux, donc les prix des matériaux augmentent, on l'a dit. Un des points, pour une nouvelle fois aussi, pour tous ceux qui sont confrontés aux travaux, c'est la perte de confiance entre installateurs et particuliers, qui est souvent au plus bas. Qui plus est, les installateurs à l'heure actuelle se détournent du label RGE, le label donc reconnu garant de l'environnement, et qui est un label indispensable pour pouvoir financer les primes et donner aux particuliers la possibilité de minimiser son reste à charge. Donc c'est quand même un point dur à l'heure actuelle. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a 62 000 entreprises pro du bâtiment en France. On constate une baisse depuis 4 à 5 ans des nombres d'entreprises dites RGE. Aujourd'hui, on est à 35 000 parce qu'en fait, les entreprises voient plus d'intérêt à proposer ces primes à ces particuliers. Et c'est quand même un petit peu problématique pour pouvoir financer des travaux de rénovation énergétique, surtout auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, et enfin c'est un secteur d'activité, ça on le sait pas forcément toujours, mais qui a subi extrêmement peu de gains de productivité au cours des 20-30 dernières années. Si on prend par exemple un autre secteur comme la mobilité, c'est un secteur d'activité qui a eu un boom en termes de productivité, en termes d'évolution des usages. Aujourd'hui, un artisan qui vient installer une pompe à chaleur, il vient installer, alors c'est un mauvais exemple, qui vient installer de l'isolation, fondamentalement il fait à peu près la même chose que ce qu'il faisait. Il y a des gains de productivité énormes à aller chercher et notamment à aller travailler sur des dimensions administratives qui polluent le travail de l'artisan au quotidien. Et donc c'est ces combats de dimensions administratives que sont allés chercher Maxime et Algar. Maxime en étant vraiment un assistant des pros du bâtiment, en essayant de le soustraire de toutes ses tâches administratives, en essayant de lui faciliter son quotidien pour faire en sorte qu'il puisse être focus sur son travail au quotidien et focus sur les chantiers et pas plutôt focus à aller faire signer différents documents et passer du temps à aller faire des prévisites chantiers alors qu'en fait les particuliers sont pas intéressés, etc., etc. On a besoin de ces artisans et on a besoin de ces artisans soit sur le chantier. Algar, si vous ne les connaissez pas, eux plus sur la dimension dépôt de permis de construire à proprement parler. Et enfin Mastéos, je l'ai brièvement mentionné sur la première étape et c'est là où je vais revenir aussi sur le sujet Maxime et c'est l'intérêt aussi des PropTech et de la French PropTech, c'est de commencer à monter des attelages entre différents PropTech et d'arriver à connecter les parties diagnostic, financement, travaux et c'est ce que fait Mastéos notamment avec Hiro et Maxime et c'est ça qui rend intéressant aussi un positionnement en différentes briques, c'est qu'en fait on se rend compte aussi des propositions et des gains que chacun peut aller chercher en travaillant ensemble. Dernier point, voilà, la mesure et le suivi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors dans le tertiaire, c'est vrai que on est sur un autre parcours et c'est vrai que à la fois Citron mais aussi Captain Conso, eux vont être plus dans une logique, on fait un diagnostic et tout de suite on mesure et on fait un suivi, on fait un plan d'action dans le temps pour réduire les consommations. C'est un axe qui est indispensable parce qu'on se rend compte aujourd'hui en termes de biais d'usage des logements, c'est qu'un logement qui est rénové, une fois qu'il a été rénové, en fait, on se rend compte que les habitants ont tendance à surchauffer le bâtiment. Donc, de fait, on génère une surconsommation additionnelle qui n'était pas prévue. D'où la nécessité de penser la mesure et le suivi dès le départ et de l'appliquer derrière.
Donc là, on a et c'est un des points phares qui a été poussé auprès du ministère l'année passée, de dire hyper important, il faut monter une dimension diagnostique et derrière, il faut pouvoir mesurer et suivre les consommations. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire des gains. Si on prend l'exemple des startups qui sont affichées, donc Ezox par exemple et Elax, qui annoncent sur les ballons d'eau chaude, par exemple, des économies de 30 à 60% immédiatement grâce à du pilotage et de l'intégration en fait de la façon dont sont utilisés les équipements. Donc c'est des choses qui sont qui peuvent avoir des gains immédiats et il faut pouvoir aller les chercher. Dernier point, BIM, qui est un petit peu en dehors de ça, mais encore, quand on a mené cette rénovation et cette performance énergétique des logements, et quand on parle et qu'on entend à l'heure actuelle la dimension souveraineté énergétique, bah forcément, la question de poser des installations solaires et de réduire son talon énergétique devient une problématique. Et c'est ce que fait BIM en proposant donc des solutions plug and play de panneaux solaires pour réduire encore plus la consommation énergétique et la facture énergétique des ménages. Donc revoilà notre schéma en 4 temps découpé avec chacune des startups de la French PropTech qui se positionne. Il y a plein d'autres à l'heure actuelle, il y a sans aucun doute plein d'autres startups qui pourraient se positionner. On pourrait aussi, en allant plus loin, segmenter par marché, tertiaire. Là, on est très orienté bâtiment individuel, mais il y a des solutions qui sont possibles. Il y a des attelages intéressants qui peuvent se monter à court et moyen terme, notamment en ce qui me concerne entre Psycléa et Maxime, pour aller promouvoir des matériaux biosourcés, promouvoir des bâtiments qui auront un impact moindre d'un point de vue carbone et impact environnemental à court terme. Et c'est ce que propose la French PropTech et c'est ce que personnellement je vis au quotidien. La conclusion est pour toi, là, Antoine. Donc pour ceux qui sont sur place, on va vous envoyer le PDF puisqu'on m'a informé que le QR code ne fonctionnait pas forcément pour tous. Donc on va vous envoyer les différents cahiers en pièce jointe à l'issue de l'événement. Pour ceux qui sont en live, on vous enverra dans le chat en fait les liens vers le site internet. Toujours pas de questions? Vous voulez qu'on passe au prochain atelier? Alexis, Thierry? Merci beaucoup Étienne. Donc, je vais donc laisser la parole à Thierry et à Alexis. Je vous laisse commencer par vous présenter, puis ensuite enchaîner sur le cahier qu'on a rédigé. Je commence. Alexis, fondateur de Flatenew et cofondateur de Flatbay. Alors Flatenew, on est opérateur de co-living et Flatbay, on développe une solution CRM SaaS pour les administrateurs de biens pour commercialiser et digitaliser tout le parcours locataire. Thierry, je suis un des cofondateurs d'Apsadita. On édite un CRM++ pour les bailleurs sociaux et pour faciliter les relations entre les propriétaires et les locataires. Je te laisse. On va faire une petite introduction. Alors, donc pour rappel, très rapidement, quand nous avons commencé à réfléchir sur cette thématique, il a fallu trouver un point de départ. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, était sur la table le rapport Nogal du député Nogal, qui venait de sortir et qui a fait beaucoup discuter à cette époque-là. Donc, comme méthodologie, nous avons pris tous les thèmes abordés dans les recommandations de ce rapport. Nous en avons fait une sélection et on était donc tout un aéropage de start-up de la French PropTech à travailler, à réfléchir dessus. Ça, c'est pour la méthodologie. Ensuite, en termes de cible, on s'est intéressé à tout type de bailleurs, mais très vite, on a regardé les chiffres. 6,7 millions de logements appartiennent à des bailleurs privés qui font du locatif. Et sur ces 6,7 millions, un peu plus de 65% sont gérés en direct par des particuliers, ce qui fait grosso modo 4,3 millions de logements. Donc, on a mis un focus particulier sur les relations individuelles, donc propriétaires particuliers vers locataires. Et à certains moments, on a abordé les professionnels, donc les administrateurs de biens, mais on s'est surtout concentré sur les particuliers. Donc voilà, ça c'est pour la méthodologie.
comme ça. Le contexte étant rappelé, nous avons choisi de vous parler en premier du bail. Pourquoi ? Parce que c'est la naissance contractuelle des relations entre les parties, c'est-à-dire donc entre le propriétaire et le locataire. Mais c'est également la naissance des premières tensions. Pour des raisons assez simples, c'est que ces propriétaires particuliers, hein, donc qui sont quand même qui gèrent 4300 logements en direct, il y a 3 cas qui ont été recensés. Premier cas, ces propriétaires ne s'intéressent pas vraiment aux aspects légaux. Donc la loi de 89, la loi Allure, ils en font un peu leur affaire. Le deuxième cas, c'est que vous avez des propriétaires qui s'y intéressent, mais ils s'y intéressent peu ou partiellement. Et le troisième cas, c'est que ça génère des tensions, un manque de communication immédiat à partir du moment où il y a des erreurs de gestion parce qu'il y a eu méconnaissance ou méconnaissance du sujet. Alors nous avons 3 recommandations essentielles à faire principales sur ce sujet. Le premier, ça serait de faciliter l'essor des plateformes publiques ou privées, mais offrant les services du bail numérique. Pourquoi ? Parce que ça serait tout simplement une traçabilité forte d'un côté et surtout un accompagnement tant pour le locataire que pour le propriétaire de l'autre. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à utiliser le bail papier, on recommande de promouvoir un accompagnement et une certification de ces baux par des professionnels qui ne seraient pas exclusivement des administrateurs de biens, mais qui pourraient être aussi des avocats, des notaires, ou ouvrir des possibilités au niveau des services des ADIL qui sont très compétents et qui, de toute façon, à certains moments, sont consultés quand il y a des litiges. Et ça permettrait effectivement de mettre en perspective les droits et les devoirs de chacun dès le début. Et le dernier point qui nous a vraiment interpellés, c'est que finalement pour louer une voiture, pour conduire une voiture, il vous faut un permis. Pour effectuer certaines activités sportives, il faut des agréments. Et pour louer un appartement, qui est quand même une tâche essentielle, puisqu'on répond à un besoin primaire quand même, donc c'est pas rien. Finalement, n'importe qui peut louer un appartement sans connaître les aspects légaux, sans être formé. Et donc, on aimerait suggérer et favoriser l'émergence d'une formation, peut-être au début incitative, peut-être dans le futur obligatoire, mais cet acte de louer étant un acte tellement fort et avec tellement d'implication sur la vie des uns et des autres, tant propriétaires que locataires, qu'une formation, même courte, de quelques heures, avec une certification, ne serait-ce que pour sensibiliser les propriétaires aux aspects légaux, serait un sujet intéressant à prospecter. Donc voilà, ça c'était pour constat et recommandations sur le bail. On va un tout petit peu parler des préventions des litiges. Ok. Au niveau du constat, le constat est assez simple. Les premiers litiges, en termes de pourcentage, c'est essentiellement des incidents dans le logement. C'est le premier point, des incidents techniques. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le logement. Le deuxième point, donc, qui concerne parfois le propriétaire, parfois le locataire, mais en grande partie plutôt les propriétaires. Le deuxième point, ça concerne uniquement le locataire, c'est les troubles de jouissance. Je vous cache pas qu'on n'a pas choisi, on n'a pas sélectionné ce thème. Et le dernier point, c'est les délais de traitement des incidents dans le logement. Parce que tout locataire, en fait, qu'est-ce qu'il attend, à part le fait d'avoir un logement au bon prix et de qualité, mais une fois qu'il est dans son logement, il attend que son propriétaire résolve rapidement les problèmes auxquels il peut être confronté. Donc par rapport à ce constat, on a choisi juste un point, pour aller vite, je vais aborder juste un point qui est lié à la qualité du logement. Cette qualité du logement, elle est entre guillemets vérifiée, certifiée lors de l'état des lieux d'entrée. État des lieux d'entrée, Alexis vous en parlera après, qui effectivement, quand il devient l'état des lieux de sortie, est source de conflit puisqu'il est lié au remboursement du dépôt de garantie. Cet état des lieux d'entrée, finalement, il prend naissance au moment de l'entrée et il recommence à vivre au moment de la sortie. Et pendant des mois ou des années, il ne vit pas. Et on a regardé ce qui se passait en copropriété. En copropriété, il y a quelques années, on a instauré un cahier d'entretien de la copropriété
qui suit la vie du bâtiment et ses principaux événements et qui permet d'avoir cette traçabilité. Et on a fait, entre guillemets, l'expression n'est pas très heureuse, mais un copier-coller, et on s'est dit, mais faisons un cahier numérique d'entretien du logement. En fait, c'est la même chose que vous avez dans la boîte à gants de votre voiture. Vous avez le carnet d'entretien de votre voiture. Si la voiture change de propriétaire ou change d'utilisateur, il y a toujours des entretiens, il y a des dates, il y a des rappels et vous avez un vrai suivi. Et donc, comme dans les startups, on a une activité de recherche et développement, on a mis en exergue un peu ce thème en disant, eh bien, pourquoi ne pas réfléchir à faire ce cahier d'entretien numérique du logement et qui pourrait à la fois suivre ce qui est fait dans le logement en termes d'entretien et de travaux dans le logement, et en même temps qui permettrait de faire vivre et d'actualiser l'état d'entrée dans les lieux, et qui permettrait également, puisque c'est numérique, de créer des alertes et de rappeler tant aux propriétaires qu'aux locataires, à certains moments clés de l'utilisation du logement, les droits et les devoirs de chacun. Voilà, ça c'était pour l'exemple sur le cahier numérique d'entretien. J'ai d'autres recommandations, on verra si on a du temps dans les questions-réponses, peut-être que je te passe la main. Ok. Parfait. Hop. Alors du coup, nous, on a fait aussi un constat sur les critères de sélection de locataires. Ça, ce sont des critères qui sont aujourd'hui obsolètes, parce que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas changé. Et pour autant, on a aujourd'hui beaucoup plus de travailleurs indépendants, on a beaucoup plus d'étudiants en mobilité qu'on n'avait pas auparavant, et d'étrangers également qui viennent sur le territoire. Et donc ça, c'est le premier constat. Et également, deuxième constat, qui est plutôt la résultante d'une réglementation qui est très 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 protectrice des locataires, qui fait que les bailleurs demandent de plus en plus de garanties. Alors, pour nos recommandations, effectivement, c'est favoriser l'usage de solutions plus fiables pour les propriétaires et les locataires, parce que aujourd'hui, on demande souvent un garant. Le garant, juridiquement, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que si le garant ne veut pas payer, vous avez une procédure qui s'ensuit. Et également, c'est pas forcément la solution la plus socialement juste, puisque les personnes qui ont des parents aisés ou des personnes aisées dans leur entourage vont être favorisées par rapport à des personnes qui n'en ont pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui, notamment Visal, que vous connaissez tous, qui a été lancé par Action Logement, et d'autres solutions privées comme Cautioneo, qui font de la garantie de loyer inversé, à savoir que je pense que vous connaissez tout ça, mais du coup, c'est le locataire qui donne une attestation comme quoi il est garanti en cas d'impayé. Et du coup, il y a aussi les propriétaires qui peuvent, eux, souscrire une GLI, mais comme ça représente encore un coût supplémentaire, ils sont que 15% dans le parc privé aujourd'hui. Pour l'information des bailleurs sur les nouveaux outils disponibles, très peu de bailleurs le savent, mais aujourd'hui, vous pouvez vérifier si un avis d'imposition est valide et authentique ou pas en allant sur le site d'ImpôtGouv. L'idée, ce serait aussi de démocratiser ce genre d'outils à destination des particuliers pour vérifier qu'une carte d'identité soit valide, pour vérifier également, pourquoi pas, un bulletin de paie. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, à part les comptables, vous savez distinguer un faux bulletin de paie d'un vrai bulletin de paie en fonction du brut et du net. Mais voilà, donc l'idée, c'est de mieux informer les propriétaires sur les outils disponibles et éventuellement des outils privés accessibles comme EasyRent ou Vialink qui existent. Alors, dans la suite logique, il y a le dossier locataire. Effectivement, le constat, c'est que pour la loi de 89, en fait, il y a eu le décret de 2015 qui est venu ajouter toutes les pièces justificatives qu'on pouvait demander à un locataire. Les propriétaires, malgré cela, demandent pas toujours les mêmes pièces et savent pas forcément qu'il y a des pièces interdites à demander, notamment les relevés bancaires. Et l'autre constat, c'est que les locataires aujourd'hui multiplient les candidatures. Alors c'est super qu'on ait digitalisé tout le dossier locataire, sauf qu'à l'époque, un locataire rigoureux, il avait imprimé son dossier et il avait juste à l'imprimer en plusieurs fois pour un propriétaire différent. C'était pas très écologique, mais il l'avait fait une fois. Aujourd'hui, en fait, le locataire se retrouve à aller sur plusieurs plateformes et à devoir ressaisir la totalité de ses données, ce qui est plutôt fastidieux. Alors la recommandation, c'est assez simple, c'est mettre en avant les solutions existantes pour constituer son dossier, notamment la start-up d'État Dossier Facile qui fait ça très bien. Il y a plein de start-up qui le font, Flatbay, la nôtre, The Lock, qui l'ont développé. On voit également les portails immobiliers commencer un peu tardivement, mais qui commencent aussi à collecter des informations, pas forcément les pièces jointes, mais au moins un formulaire de qualification.
Et du coup, l'idée, c'est derrière cela, pour faciliter l'usage du locataire, c'est d'uniformiser et d'ouvrir en API. Donc ça, c'est plutôt un travail que les plateformes auront à faire, c'est de pouvoir transférer son dossier qui a été fait sur une plateforme vers une autre plateforme sans avoir tout à ressaisir plus tard. Et d'ailleurs, dossier facile a aujourd'hui une API, nous avons une API, donc c'est en cours. Je passe la main à Thierry. Je ne sais pas s'il y a des gestionnaires immobiliers dans la salle, mais c'est toujours un sujet très réjouissant. La gestion des impayés et la prévention des expulsions. C'est moi qui m'y colle. Alors, avec grand plaisir d'ailleurs. Bon, c'est le sujet, enfin pour moi c'est le sujet majeur entre la relation propriétaire et locataire, parce que quand vous louez un appartement et vous faites rentrer un ou des locataires dans votre logement, vous vous dites est-ce qu'il va me payer? Donc il y a une crainte. Et la crainte, ça fait jamais avancer les choses positivement. Et le deuxième point, c'est si mon locataire ne paie pas ou si j'ai des ennuis, le cadre légal fait que je peux difficilement me séparer de mon locataire. Alors tout le monde dit qu'on ne connaît pas les délais. Pour ceux qui sont du métier, les délais on les connaît. C'est entre 18 et 24 mois pour avoir un commandement, pour pouvoir une autorisation pour pouvoir faire expulser un locataire. Donc du coup, ça crée une surprotection, une attente de surprotection des propriétaires, et c'est ce dont Alexis a parlé et vous reparlera sûrement après. Donc il y a une grande différence quand vous êtes un bailleur professionnel ou un administrateur de biens ou un bailleur social ou une foncière, et quand vous êtes un particulier. Comme j'ai expliqué, moi je vais surtout vous parler des particuliers. Ces particuliers qui finalement se retrouvent assez démunis par rapport à la gestion de l'impayé. Et donc c'est un constat fort que l'on fait, c'est une dette moyenne importante. C'est-à-dire qu'en gros, soit on n'a pas d'embêtement, mais quand il y a des embêtements, ils sont très gros. D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a très peu d'impayés. C'est un mythe. Le problème de l'impayé, c'est que ça prend des proportions immenses. Quand on a un embêtement, il est en général immense. Immense en termes d'impact pour le propriétaire qui perd son loyer et qui n'est pas toujours un riche rentier, comme certains le disent, et qui parfois se précarise parce qu'il n'a pas son loyer. Donc, il faut sécuriser et accompagner les propriétaires. C'est une des recommandations que l'on fera sur ce sujet. Et ensuite, la perception de l'expulsion. Je vous ai donné le côté propriétaire. C'est difficile d'expulser, ce qui est vrai. Mais la perception de l'autre côté, elle est aussi, pour ceux qui ont connu le droit au logement dans la rue, les télés, etc., devant des squats. Et puis même, tous autant qu'on est dans cette salle, je pense que personne ne peut se réjouir de voir une famille dans la rue avec des bagages. Et puis rien, quoi. Donc c'est une solution que, à titre personnel, je trouve inepte et qui perdure depuis très longtemps. Bon, dans les recommandations que l'on fait, puisque avant de prendre des décisions, il faudrait acter de délais chiffrer des métriques réelles. Donc, OK, c'est proposé par Nogal, mais il propose de créer un observatoire. Moi, je pense que des observatoires, il y en a à chaque coin de rue. Peut-être qu'on peut utiliser un observatoire existant et lui donner comme mission d'aller étudier pendant un an ou deux les délais précis pour pouvoir ensuite créer les mesures adaptées. Ensuite, un propriétaire privé a besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours recours à l'huissier, il ne connaît pas toujours les modalités de recouvrement, il ne connaît pas toujours les mesures les plus rapides d'action qui lui sont données, il ne sait pas conseiller son locataire. Et surtout, c'est un élément fort que l'on voit dans le logement social, je vous en parlerai après, c'est qu'on fait très vite la distinction dans le logement social entre un locataire de bonne foi et de mauvaise foi. Et en gros, un locataire de bonne foi, on va l'aider, on va l'accompagner le plus possible vers un étalement des paiements et l'aider à sortir de cette spirale. Un locataire qui est de mauvaise foi, eh bien, il faut prendre les mesures les plus radicales à disposition. Mais il ne faut pas traiter les locataires tous de la même manière. Donc ça, c'est aussi une recommandation côté propriétaire, c'est de les sensibiliser au traitement de l'impayé et à la nature du locataire. Ensuite, on a côté locataire, énormément d'aides existent en France pour les locataires. Ces aides, on les trouve partout, mais on les trouve aussi nulle part. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont parfois difficiles à trouver, parce que vous en avez dans les CCAS, les centres d'action sociale des mairies, vous en avez au département, vous en avez à la CAF, vous avez des commissions de conciliation, vous avez beaucoup d'informations, mais elle est quand même diffuse. Donc, on suggère aussi, grâce au numérique, de créer des plateformes d'information, peut-être plus fédératrices, peut-être qui créent des passerelles, et essayer de faciliter l'accès à l'information.
Même si ça paraît évident, pour avoir travaillé dans le privé, mais aussi dans le logement social, vous avez des familles en difficulté qui finalement ont des aides et ne les utilisent pas parce qu'ils n'ont pas la démarche d'aller les chercher. Et heureusement, certaines startups aujourd'hui ont créé des produits pour justement agréger un peu toutes les aides qui existent et les mettre à disposition sur une seule plateforme. C'est en train d'avancer et c'est une des remarques qu'on avait fait il y a 2 ans et les produits sont sortis sur le marché aujourd'hui. Valoriser auprès des propriétaires privés aussi les aides du Fonds de solidarité qu'ils ne connaissent pas, qu'ils peuvent aussi solliciter. Bref, vous l'aurez compris, aller vers les propriétaires et aller vers les locataires avec une pédagogie pour essayer de faire bouger les choses sur ce sujet. Je prends quelques minutes pour vous parler des expulsions. Donc les expulsions, on a regardé ce que le député Nogal avait fourni comme thématique de réflexion, mais on a regardé aussi un rapport passionnant qui est le rapport, pour ceux qui l'ont lu, du député Desmoulins, qui a fait un rapport en 2020 qui était passionnant sur la prévention des expulsions. Et je vous les cite parce que j'ai trouvé ça assez intéressant dans ses recommandations. Il recommande de miser sur le renforcement de l'instruction des dossiers par la CAPEX, pour ceux qui connaissent, sinon c'est une commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le plus tôt possible. Un des vrais sujets de l'expulsion, c'est qu'on agit quand c'est trop tard. Et donc nous, une proposition qu'on a fait et qui est un peu en miroir de celle du député Desmoulins, c'est de dire, mais finalement, avant d'arriver à cette situation extrême, on a quelqu'un qui a du mal à payer son loyer, mais qui a du mal à gérer son budget. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'un logement, mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Et il existe en France un domaine qui s'appelle le logement accompagné, qui est très peu connu, qui est pas assez développé. Donc une des recommandations des cahiers de la French PropTech, c'est par nos moyens numériques, mais aussi par des collaborations avec des startups qui sont plutôt dans l'innovation sociale que technologique, de trouver des passerelles et de regarder comment on peut favoriser le fait d'intervenir le plus tôt. Donc je vous donne un exemple, hein, c'est un vœu pieux, mais voilà. Quelqu'un se met en impayé 1 mois, il a un commandement de payer, il a une relance, etc. Au bout de 2 mois, et il va entrer dans une spirale négative. Si déjà au bout de 2 mois, il a un rappel de la loi, si au bout de 2 mois, on lui présente tout de suite les aides, si on l'accompagne, on va peut-être pouvoir essayer à la fois de réagir le plus vite possible. Et après, légalement aujourd'hui, c'est pas possible, mais l'idée, ça serait de substituer les expulsions à un relogement accompagné. Et plutôt que de laisser des personnes en train de s'endetter et parce qu'on n'est jamais heureux quand on paye pas son loyer, mais quand on est propriétaire, on n'est jamais heureux quand on le touche pas non plus. Et de remplacer ces expulsions par du relogement accompagné. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre. Et je crois que sur les impayés et les expulsions, je vais clore. Parfait. Du coup, je vais essayer de faire ça plus vite. Alors, pour le dépôt de garantie, faut savoir, tout à l'heure, on parlait de ce qui se passait pendant la durée de la location, mais c'est 65% des litiges qu'on a entre les locataires et les propriétaires, c'est au moment de la sortie du locataire. Donc, c'est quand même pas rien. Le dépôt de garantie, en fait, il y a une différence de perception entre le locataire et le propriétaire, parce que le propriétaire estime toujours que c'est trop bas, parce que forcément, pour couvrir les biens immobiliers, et les biens immobiliers, pour lui, il voit son bien forcément avec sa valorisation. Et le locataire, c'est une somme importante à sortir puisque il faut décaisser le loyer, le dépôt de garantie, éventuellement des honoraires d'agence. Donc voilà, donc c'est déjà une disparité sur les deux. De temps en temps, le propriétaire effectivement abuse, effectivement fait des retenues parfois abusives en fin de bail, mais le locataire, voilà, c'est pas le seul qui peut être méchant dans cette situation, c'est que le locataire aussi peut, en sachant qu'il a dégradé un peu le logement, ne pas payer son dernier mois de loyer et dire à son propriétaire, écoutez, piocher sur le dépôt de garantie, alors que normalement dans le bail c'est pas prévu. Donc voilà le premier constat. Sur nos recommandations, donc c'est d'une part alléger la procédure, parce que quand un locataire quitte le logement, qu'il y a un litige, que ce soit propriétaire ou locataire, il faut d'abord essayer de contacter le propriétaire. Enfin, si c'est le locataire qui est parti sans payer son dernier mois de loyer, généralement c'est la technique de l'autruche, donc on n'en entend plus parler. Après, vous avez bien sûr la conciliation qui est possible, et si ça ne fonctionne pas, vous avez le tribunal d'instance. Mais tout ça, ça prend du temps, ça peut potentiellement aussi mettre un frein à la relocation du logement pour le propriétaire et créer des tensions. Donc
l'idée, c'était, et ça c'est une idée phare dans le rapport Nogal aussi, c'était de confier le dépôt de garantie à un organisme extérieur. Ça se fait déjà au Royaume-Uni. Donc ça pourrait résoudre quelques problèmes, notamment le locataire ne pourrait pas payer son dernier mois de loyer avec le dépôt de garantie, et le propriétaire, si un litige est déclaré par le locataire, ne pourrait pas non plus récupérer la somme, et il faudrait d'abord passer devant le conciliateur. Donc ça, c'est effectivement une recommandation qu'on avait faite, d'autant plus que qui pourrait détenir le dépôt de garantie? On peut penser à plein d'organismes, mais on peut penser aussi à la Caisse des dépôts. On peut penser aussi de faire en sorte que les sommes séquestrées puissent être utilisées pour potentiellement financer une partie de la conciliation qui aujourd'hui est gratuite et qui est une charge pour l'État, ou pourquoi pas financer du logement ou autre. Ça représente quand même plusieurs milliards d'euros sur le parc privé, j'entends. Ensuite, on a également mettre en place un modèle de préavis préventif. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que dans le cadre de notre activité de co-living, colocation, on a démarré bien sûr sur des particuliers. On avait des baux qui étaient plutôt collectifs parce que les propriétaires nous demandaient des baux collectifs. Et en fait, le problème, c'est quand vous avez 4 locataires, ils partent pas forcément tous en même temps. Du coup, il n'y a pas de fin de bail et donc il n'y a pas d'état des lieux. Donc, on a mis en place un constat entre locataires pour effectivement protéger les nouveaux entrants. Et on a mis aussi un système en place qu'on s'est rendu compte que quand on demandait aux locataires sortants un mois avant qu'il parte, donc du coup quand il dépose son préavis, en tout cas en zone tendue, qu'on lui demande s'il y a des choses à signaler par rapport à son entrée et si effectivement elles sont à signaler, on peut les régler en amont. Donc ça c'est vraiment on peut l'appliquer également entre propriétaires et locataires. Je ne sais pas qui porterait la charge, ce serait soit le locataire quand il donne son préavis, il a l'obligation de signifier s'il y a un souci dans l'appartement, de sorte qu'on puisse le régler avant et éviter un litige futur, ou je pense que c'est plus intelligent de faire porter ça sur le propriétaire, que le propriétaire accuse bonne réception du préavis et demande au locataire, voilà, est-ce qu'il y a des choses à signaler, et dans ce cas-là, on peut potentiellement en discuter en amont. Et ça marche très bien. Ça n'empêche pas les locataires de laisser des ongles de pied sur des bureaux en partant ou de partir avec un matelas, mais en tout cas, on a remarqué un gros changement depuis l'application de ce système. Concernant le constat des logements vacants, donc il y a plus de 3 millions de logements vacants. Alors il faut faire attention aux raccourcis vite fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 millions de logements disponibles. Selon l'inspection générale des finances, c'est à peu près 228 000 logements en zone tendue. L'INSEE indique que c'est à peu près 560 000 logements en zone tendue, dont 117 000 à Paris. Donc on n'a pas vraiment les vrais chiffres, et même le ministère sur le site du ministère, je crois que c'était de l'ordre de 300 000. Donc voilà, si on coupe la part en deux, on a quand même 300 000 logements disponibles, ce qui fait beaucoup en zone tendue. Et donc voilà, c'est une solution. Pour les bailleurs, en fait, l'idée c'est les inciter à investir. Tout à l'heure, Thierry en a parlé. On en a parlé également avec Étienne sur la seule start-up pour l'instant qu'on a citée qui s'appelle Hero, mais je pense pas qu'elle ait le monopole. Et donc voilà, les inciter à faire les travaux. Et voilà, louer ces biens vacants permettrait d'augmenter l'offre tout de suite, parce que voilà, construire des logements, on en entend beaucoup parler, mais là c'est vraiment des logements qui est tout de suite disponibles et qu'on peut mettre à disposition des personnes qui souhaitent se loger. Alors sur nos recommandations, c'est faciliter les démarches pour la transformation des biens. Ça, c'est déjà le cas depuis la loi Elan, donc il y a beaucoup de progression dans ce sens. Également sur la réhabilitation, vous avez la possibilité de déroger grâce à cette loi sur par exemple le nombre de parkings, donc déroger au PLU, et également sur les normes PMR, même si on y va tout doucement sur les normes PMR. Donc ça, c'est déjà un bon début. Et après aussi, mieux informer les bailleurs sur les solutions alternatives d'occupation de logements, notamment temporaires, parce que vous avez parfois le temps d'avoir un permis, c'est très très long. Donc également ça fait partie de faciliter les démarches. Donc numériser les permis, faire en sorte qu'on ait plus facilement autorisation de changement d'usage également. Et donc informer les bailleurs sur ces solutions alternatives pour pouvoir occuper leur logement le temps d'effectuer les travaux nécessaires, notamment avec des startups comme SteerUp qui permettent de placer des personnes en difficulté dans des logements, ou je vais prêcher ma propre paroisse, mais pour les logements grands vacants, avoir des solutions de co-living, colocation, et pourquoi pas aussi imaginer un encadrement juridique qui est encore assez faible sur ce mode d'habiter. Donc on a terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit ? Sur les dépôts de garantie, votre deuxième recommandation, qui était la séquestration de dépôts de garantie, qui était proposée par la loi Nogal, ça n'avait pas eu un très bon écho, justement parce que les propriétaires et les gestionnaires, ils avaient expliqué que ça générerait des frais supplémentaires pour eux.
et que en fait c'est toujours eux qui payent. En plus, ils auraient moins de sécurité parce que l'argent qu'ils avaient dans la poche, il serait séquestré. Donc comment est-ce que vous résoudriez ce problème? Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été très bien accueilli. Aujourd'hui, ça existe déjà dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. Le fait de ne pas avoir le dépôt de garantie pour le gestionnaire, nous, ça nous arrive très souvent que le propriétaire demande à recevoir le dépôt de garantie. Donc alors c'est pas énorme, mais ça peut être 20% sur notre parc des propriétaires qui récupèrent le dépôt de garantie, et ça nous empêche pas de gérer le bien en fait. Donc je vois pas quels sont vraiment les freins. Nous, c'est un compte séquestre. De toute façon, l'agence n'a pas le droit de le placer, ni le propriétaire. Donc ça reste une somme qui est sur un compte qui bouge pas. Si tu permets, juste, là, vous faites allusion à une habitude, à une tradition forte. On reçoit son dépôt de garantie, comme on recevait une créance il y a 25, 30 ans encore. Enfin voilà, on l'a regardé, on l'encadrait, on se sentait sécurisé. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu. C'est quelque chose qui est juste, voilà, c'est une intuition. C'est toujours dans l'état d'esprit. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment, vraiment changer. Et surtout, comme tu l'as dit, Alexis, tout à l'heure, ça pourrait être un véritable changement de paradigme. Ça serait séquestré, ça serait national. Il y aurait des flux financiers qui seraient gérés. On pourrait financer un fonds de solidarité pour rénover, pour lutter contre le logement insalubre, pour lutter contre les défauts de paiement. Enfin, on pourrait faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment il y a une adhésion totale de notre groupe de travail sur ce sujet en disant, en tout cas, nous, on aime cette idée. On ne sait pas si elle est bonne ou pas bonne, mais nous, on l'aime. Voilà. Je vais juste ajouter sur la séquestration des dépôts de garantie, c'est simplement pour les particuliers et propriétaires. Donc, les locataires et propriétaires particuliers. Pour les logements intermédiaires via une agence, vu qu'il y a un tiers déjà qui séquestre, le dépôt de garantie, la question ne se poserait pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je pensais au fait qu'il y a d'autres sortes de discrimination dans l'accès au logement que juste le fait d'avoir un garant qui soit plus fortuné qu'un autre, etc., qui permettent d'avoir accès au logement. C'est juste dès le départ des discriminations très humaines, mais qui existent beaucoup aujourd'hui. Il y a un rapport qui est sorti récemment là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer? Alors j'ai ma petite idée, je travaille chez Flatsi, mais qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer pour éviter cette discrimination dès qu'on est sur un portail immobilier et qu'on veut visiter un bien? Parfois, la porte est fermée, quoi. Vous connaissez chez Flatsi et on connaît chez Flatbay la réponse, à savoir que on automatise toute la prise de rendez-vous via un formulaire de préqualification où sur ce formulaire on voit pas les photos, ni la nationalité ni l'origine du candidat, et du coup ça aide déjà beaucoup. Je pense que ces outils aident déjà beaucoup à faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination à la visite en tout cas. Ça, c'est pour la première barrière. Et donc, justement, est-ce qu'on pourrait pousser le bouchon et dire jusqu'au bout, en fait, jusqu'à l'acceptation du candidat? En gros, il a une note, il passe les critères, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas accéder au logement. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? On pourrait potentiellement aller jusque-là. Ça me gêne un peu parce que on en parlait notamment avec le système de garantie de loyer inversé. Ça veut dire que ceux qui en auraient pas à terme, en fait, n'auraient pas accès au logement, et du coup, en fait, par défaut, ça augmenterait la charge puisque la GLI inversée, c'est à peu près 3% du loyer, donc c'est pas forcément avantageux pour le locataire. Et à contrario, ça dépend de la relation que le propriétaire a avec le locataire, mais vous pouvez pas empêcher un propriétaire particulier de choisir en fonction de son feeling ou pas avec un locataire. Et pour une agence, là au moins il y a un intermédiaire, mais nous, ça nous arrive très fréquemment d'envoyer à des propriétaires qui le souhaitent les dossiers préqualifiés et qui valident in fine. Et on a rarement vu des discriminations sur ce point une fois que ça a été validé par l'agence, quoi. Après, pour les particuliers, malheureusement, il y aura toujours des gens qui voudront pas louer soit à leur communauté, soit pas louer à une autre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Finalement, l'objectif de ces cahiers, donc déjà, ils sont évolutifs. Donc, ce qu'on a rédigé l'année dernière va forcément évoluer avec l'évolution des marchés, l'évolution de la réglementation. Il y a aussi pas mal de nouvelles startups qui nous ont rejoints. Donc, il y a des nouvelles solutions qui existent, des nouvelles idées qui arrivent, et donc on a envie également de les intégrer dans ces cahiers-là. Et également, ce qu'on va faire, c'est aussi travailler sur de nouveaux sujets. Donc, si par exemple, vous, en tant qu'acteur, vous êtes confronté à des sujets de transition écologique numérique, vous pouvez tout à fait nous contacter via le site internet pour nous faire des propositions de cahiers, des thématiques sur lesquelles vous aimeriez être accompagné par l'association. Et puis, ce qui est intéressant également avec ces cahiers, c'est qu'on voit la complémentarité qui peut exister entre les startups.
Parce que c'est vrai que quand on regarde l'écosystème PropTech, d'un point de vue large, il est très satellisé. On va retrouver des solutions pour plein de petits problèmes. Mais des fois, quand on est un acteur, un gestionnaire, une foncière, on a envie de faire appel à un seul acteur pour pouvoir répondre à beaucoup de questions. Et ben, c'est là où l'association trouve aussi son essence. C'est d'arriver en fait à regrouper tout un tas de solutions et de pouvoir créer une grande réponse à travers ces cahiers.